Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Multipolaire. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux vous dire quelque chose rapidement. On n'est pas là pour vous mâcher le travail intellectuel. Vraiment. Notre rôle, c'est de poser les faits sur la table, de les contextualiser avec honnêteté et de vous laisser tirer vos propres conclusions. Alors si vous appréciez cette démarche, un like, un partage ou même rejoindre la chaîne, ça nous aide concrètement à continuer tous les jours. Voilà, c'est dit. Alors on réagit aujourd'hui au bulletin numéro 204 20 de Xavier Moreau, enregistré le 25 juin 2020 depuis Moscou. Et dès le début, Moreau touche à quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le 60e anniversaire de la visite du général de Gaulle en URSS, 20 juin 1970. 11 jours, Moscou, Leningrad, Novosibirsk, en Sibérie. Permettez-moi de prendre un moment là-dessus, parce que cette visite, on n'en parle quasiment jamais en France. Et c'est un scandale intellectuel, franchement. De Gaulle arrive en URSS dans un contexte de guerre froide totale. La tension entre les deux blocs est à son maximum. Et lui, il débarque à Moscou. Pas pour faire de la figuration, pour construire quelque chose de concret. Le résultat, les soviétiques adoptent le système de télévision couleur SECAM développé en France. Ce qui signifie un transfert technologique réel, des contrats réels, une relation économique réelle entre Paris et Moscou. Et Moreau a raison sur un détail qui dit tout. De Gaulle ne disait presque jamais URSS. Pour lui, c'était la Russie, toujours la Russie, l'éternelle Russie. Et dans ce choix de vocabulaire, il y avait toute une philosophie géopolitique. Les régimes passent, les nations, elles, demeurent. C'est exactement cette vision du temps long qui manque terriblement à la diplomatie française actuelle, et on y reviendra. Mais contextuellement, cette visite de 1966 s'inscrivait dans une séquence diplomatique assez époustouflante, si on prend du recul. 1964, reconnaissance de la Chine populaire, première grande démocratie occidentale à franchir ce pas. Même année, tournée en Amérique du Sud, avec un succès retentissant. 1970, discours de Phnom Penh contre la guerre du Vietnam et visite en URSS. 1967, le fameux discours de Montréal. Tout ça en l'espace de 3 ans. Le monde entier écoutait Paris. Même le Financial Times de l'époque reconnaissait que la France gaulliste jouait dans une catégorie diplomatique à part. Aujourd'hui, on est loin du compte, très loin. Alors passons à l'économie, parce que Moreau y consacre une bonne partie de ce bulletin et les informations sont importantes. La grande nouvelle de la semaine, c'est la trêve de 60 jours entre Téhéran et Washington et surtout la réouverture du détroit d'Ormuz. Les bateaux circulent à nouveau, les transpondeurs GPS sont réactivés et immédiatement, les prix du pétrole ont baissé significativement, comme Bloomberg l'a documenté en temps réel. Ça mérite qu'on s'arrête une seconde pour replacer le détroit d'Ormuz dans son contexte géographique et économique réel. 20% du commerce mondial de pétrole passe par ce détroit. 20%, c'est la donnée de l'Agence internationale de l'énergie, ce qui signifie que quand ce passage se ferme, même partiellement, c'est l'économie mondiale entière qui tousse. On a vu ça en 1977, en 1981 avec la guerre Iran-Irak, en 1990 avec la première guerre du Golfe. À chaque fois, les prix ont explosé. À chaque fois, les économies industrielles ont souffert. Ce qu'ajoute Moreau, et c'est important, c'est que les réserves stratégiques américaines sont à leur niveau le plus bas depuis 2008, selon Bloomberg. L'Agence américaine d'information sur l'énergie, l'EIA, publie ces chiffres chaque semaine. Ils sont publics et vérifiables. Et ces réserves ont été vidées en 2 temps. D'abord pour stabiliser les prix après les sanctions contre la Russie en 2022, ensuite face aux tensions autour de l'Iran. Ce qui signifie, et c'est là que c'est intéressant à analyser, que la décision américaine de négocier une trêve avec Téhéran n'est pas tombée du ciel. Elle était contrainte par une réalité énergétique domestique très concrète. Moreau le dit d'ailleurs sans détour, il parle de capitulation américaine face à l'Iran, ce terme est sans doute excessif. Appelons ça plutôt un réajustement pragmatique sous contrainte. Ce qui reste, une victoire diplomatique iranienne significative, quoi qu'on en pense par ailleurs.
Sur la question des exportations de carburant russe, Moreau mentionne que Moscou étudie une possible interdiction des exportations de diesel. Bloomberg l'a confirmé en soulignant que si cette décision était prise, les conséquences sur les marchés mondiaux seraient très lourdes. La Russie représente environ 11% des exportations mondiales de carburant raffiné. 11%. C'est le deuxième rang mondial derrière les États-Unis. Donc retirer ce volume du marché, même temporairement, ça ne se passe pas sans douleur pour les acheteurs. Et devinez qui finit toujours par payer? Les consommateurs européens, français, allemands, italiens, toujours Bienvenue eux. sur Stratpol, nous sommes le jeudi 25 juin 2026, c'est notre bulletin numéro 296 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction. Pour pouvoir aider cette chaîne, allez voir en description, vous pouvez utiliser les liens qui sont connectés au système Telegram, même si vous n'êtes pas sur Telegram, encore une fois, allez voir. Vous pouvez faire soit un don ponctuel, soit un don avec un abonnement, ce qui vous permettra d'avoir accès aux cartes, aux fichiers cartes des opérations militaires de manière hebdomadaire et d'être invité à notre réunion mensuelle, voilà, qui a lieu autour du 15 de chaque mois. Abonnez-vous également à notre partenaire Géopolitique Profonde, qui propose pour le mois de juillet un numéro spécial sur les questions géoclimatiques et on va voir que c'est très intéressant également. Un aspect très intéressant qui est celui des lumières sombres, cher à JD Vance. Voilà, ne manquez pas ce numéro, le lien est en description de cette vidéo. Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, dans le cadre de l'anniversaire des 60 ans de la visite du général de Gaulle en URSS, et oui, le général de Gaulle du 20 juin et pendant 11 jours a parcouru l'URSS, non seulement bien sûr Moscou, mais jusqu'en Sibérie, à Novosibirsk, et on a pu apprécier à ce moment-là donc cette vision qu'il avait de ce que devait être la diplomatie française et surtout de l'importance de la relation franco-russe qui, à mon sens, je l'ai souvent dit, écrit et je l'écrirai encore et je le dirai encore, est l'alliance centrale pour la France en Europe. Rappelons que le général de Gaulle a permis, grâce à la liquidation du boulet colonial, eh bien, nous a permis de développer une véritable diplomatie et de faire de la France un artisan de paix. Ça a été la reconnaissance du Parti communiste chinois. En 64, ça a été de la même année un voyage plein de succès en Amérique du Sud. Et puis évidemment la tournée en Asie également en 66, le discours de Phnom Penh et la visite en URSS qui a donné lieu à un début de coopération économique, notamment les systèmes de télévision de l'époque, SECAM, eh bien les soviétiques ont adopté le nôtre. Voilà, c'est exactement dans cette direction qu'il faut se diriger. Et dans ce cadre-là, je vous recommande de suivre le canal Gaulliste qui est animé et qui a fait un numéro spécial, on va dire des numéros spéciaux tout au long de ces 11 jours d'anniversaire de ces 60 ans de la visite du général de Gaulle en Russie, en URSS. Mais le général de Gaulle n'utilisait quasiment jamais le terme URSS. Pour lui, c'était la Russie. Ce sera toujours l'éternelle et sainte Russie pour nous également. Mais revenons aux fondamentaux de notre bulletin et pour commencer l'économie. Alors, mes amis de Divergence Service vous proposent une visite de la capitale moscovite entre le 1er juillet et début septembre. Vous pouvez aller jeter un œil en description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, c'est une très belle période pour visiter cette très belle ville et puis vous verrez que les drones ukrainiens finalement n'ont pas eu réellement d'impact sur la vie de la cité. Voilà pour ce qui est de faire un peu de tourisme en Russie. Économie toujours et évidemment avec l'accord qui est en train d'être préparé. On est parti sur une trêve de 60 jours entre Téhéran et Washington. Eh bien, immédiatement, et la réouverture des détroits d'Ormuz, donc les bateaux circulent de nouveau. Ils ont mis leur transpondeur GPS, donc on peut le constater. Et donc, ça a provoqué immédiatement une baisse significative des prix du pétrole qui sont quasiment revenus, au niveau d'avant la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Sachant que désormais, pour les États-Unis et pas que pour eux, il est question c'est ce qu'explique d'ailleurs Bloomberg, il est question de recompléter les réserves stratégiques qui ont été quasiment vidées, qui sont à leur plus bas niveau depuis je crois que depuis 2008 quasiment. Donc en fait, aujourd'hui, il faut refaire les réserves stratégiques, ce qui fait que les prix devraient quand même rester assez élevés le temps que ce soit fait. Rappelons que la fin des réserves stratégiques a été ce qui a poussé Donald Trump
a finalement capitulé, appelons les choses comme elles sont, face à l'Iran. Donc c'est un problème extrêmement important et on n'est pas à l'abri d'une rechute parce que derrière, encore une fois, tout va dépendre du comportement d'Israël, tout va dépendre du retrait des troupes israéliennes du sud Liban. On va en reparler et pour l'instant, il n'en est pas question. Donc voilà, donc ça peut repartir à tout moment, mais en attendant, les prix ont largement baissé. Information intéressante et je dois faire une petite correction parce que j'avais dit que les Russes avaient interdit les exportations de carburant jusqu'au début du mois de septembre. Alors c'est vrai pour le 95, c'est vrai pour le kérosène, c'est vrai pour les engrais. Donc parce qu'avec avec ce qui se passait dans le détroit d'Ormuz, en fait, la demande avait augmenté sur le marché et l'offre avait baissé, donc ça avait fait augmenter les prix. Donc la Russie voulait préserver et veut toujours préserver son marché intérieur. Mais ce n'était pas le cas pour le diesel. Et c'est toujours pas le cas. Mais on va en reparler également avec ce qui se passe sur donc, les attaques sur les raffineries, etc., qui accentuent une pénurie qui est saisonnière, qui existait, je le répète, avant 2022. En 2021, on avait le même problème. Le vice-premier ministre donc, chargé de cette question, Novak, a dit que la Russie étudiait la possibilité d'interdire les exportations de diesel, puisque en plus le diesel, ça sert beaucoup pour les récoltes, et là aussi c'est une question saisonnière. C'est pas encore fait, et Bloomberg souligne que si c'est le cas, la Russie qui représente 11% des exportations de carburant, ça pourrait faire très très mal au niveau mondial sur le marché, puisque donc une baisse de 11% de la production disponible pour l'export, ça aura un impact très fort. La Russie est deuxième derrière les États-Unis. Donc là, évidemment, ça crée un vrai problème. Et pour finir, sur qui ça retomberait? Sur Nicolas. Voilà, c'est Nicolas qui va payer, Helmut et Giuseppe, puisque c'est eux qui payent pour tout le monde, c'est eux qui payent pour les âneries de l'Union européenne, d'Emmanuel Macron et de Merz. Et puis, c'est eux maintenant qui payent pour les attaques de Washington sur les, comment dirais-je, sur le détroit d'Ormuz, et puis les attaques de Zelensky sur les capacités de raffinage russe. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, pour les Français notamment, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Dans les semaines qui viennent, on va être fixé. Encore une fois, il ne faut pas surestimer les frappes sur les raffineries. Il y a un problème saisonnier. Les frappes sur les raffineries, les problèmes de logistique ont des conséquences. Il y a 50 régions en Russie qui sont touchées par des problèmes d'approvisionnement. Donc, c'est à la fois des problèmes logistiques et puis des problèmes liés évidemment aux attaques sur les raffineries. Le temps de les remettre en route, ça va généralement assez rapidement. Mais voilà, en tout cas, les Russes privilégieront évidemment leur marché. Puisqu'on parle de Nicolas qui paie, eh bien, parlons un peu de l'argent qui est donné à l'Ukraine, donc qui est volé aux contribuables essentiellement allemands, français et italiens. Eh bien, Euractiv, donc, qui n'est pas un organe de propagande du Kremlin, comme son nom l'indique, eh bien, nous annonce que finalement, l'UE a retiré sur ces 90 milliards, donc qui n'ont toujours pas été totalement levés, hein, ça va donner petit à petit. Ils ont finalement retiré 5,9 milliards de dollars qui devaient être destinés à l'achat de drones, pour donner uniquement 3,2 milliards au budget ukrainien. Rappelons que sans l'argent de l'Union européenne maintenant, eh bien, c'est la fin. C'est la fin de l'État ukrainien puisqu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. C'est lessivé. Donc les soldats sont plus payés, les fonctionnaires sont plus payés, et puis surtout, Zelensky et sa bande ne peuvent plus voler d'argent. Donc la priorité a été donnée par l'Union européenne à financer l'État kievien, et pour l'instant, donc pour des questions, alors c'est pas très clair, ils évoquent des problèmes de technique, de disponibilité des composants. Voilà, bon, sachant que les composants, c'est des composants chinois. Est-ce que ça voudrait dire que les Chinois ont décidé soit d'augmenter les prix, soit de limiter leurs exportations pour faire plaisir à leurs amis russes? Je ne sais pas. En tout cas, ça montre bien que c'est bien de faire des grandes annonces, hein, de 90 milliards par-ci. Là, maintenant, Zelensky s'apprête, d'après la presse occidentale, à demander à la réunion de l'OTAN encore 70 milliards. Et puis, il y a une conférence pour la reconstruction qui a lieu à Gdansk, etc., etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y aura? On ne sait pas trop. Ce qui est clair, en revanche, c'est que l'Union européenne veut que les Ukrainiens se battent jusqu'au dernier Ukrainien et même jusqu'à la dernière Ukrainienne, et qu'ils n'ont rien en fait à proposer pour que ça réussisse. Voilà où on en est. Il y a eu une forte baisse à la bourse russe, donc j'ai pas encore tous les détails sur les origines et l'impact de cette baisse, mais encore une fois, bon, la capitalisation boursière russe n'est pas critique pour l'économie russe, mais a priori, il y aurait
un manque d'investisseurs dans des actifs à risque. Voilà ce que j'ai lu, mais j'attends d'avoir des contacts avec mes amis qui participent à ces opérations, boursières pour savoir exactement ce qui se passe. Restez connectés, je vous en reparlerai, j'espère, la semaine prochaine. Politico-diplomatique maintenant, donc comme je l'ai dit dans la partie économique, les négociations ont commencé entre Téhéran et Washington. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, puisque, eh bien, le détroit d'Ormuz, encore une fois, est réouvert. Donc il y a des promesses qui ont été faites de débloquer les fonds iraniens qui sont, toujours gelés, des investissements qui seront en fait pas faits par les États-Unis, mais on en a déjà parlé, plutôt par le Qatar et les Émirats arabes unis. L'Iran, pardon, ne renonce pas, bien sûr, à l'énergie, nucléaire. L'AIEA devrait rentrer dans la danse. Donc pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins bien. La grande question, hein, qui se pose, donc encore une fois, on est parti sur une trêve de 60 jours. La grande question qui se pose, c'est est-ce que, Washington, arrivera à faire plier Israël? Est-ce que Trump va réussir à soumettre le lobby sioniste? C'est loin d'être certain. Ce qu'il faut souligner sur cette question du Sud-Liban, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement, pour Israël, de tenir bon face à Washington et de continuer à occuper la zone du Sud-Liban, c'est aussi d'arrêter de se faire détruire son potentiel militaire par le Hezbollah. J'avais donné l'exemple puisque moi j'y étais à l'époque, il y a 30 ans, donc au Sud-Liban. À l'époque, il y avait déjà une zone de 20 kilomètres à l'intérieur du Sud-Liban qui était contrôlée physiquement par, l'armée israélienne, et ils se faisaient régulièrement démonter par le Hezbollah. Ils ont même dû partir, je crois que c'était en 2000. À l'époque, le Hezbollah utilisait des missiles anti-chars, il les harcelait, ils étaient très efficaces. Moi, je me souviens, j'avais été impressionné. Et là, maintenant, ils disposent de drones. Et tous les jours, on voit des drones à la première personne, hein, FPV drones, où l'on voit d'ailleurs que visiblement, Tsahal a du mal à s'adapter à cette nouvelle guerre. Encore une fois, à croire qui dormait pendant les 4 ans et demi de la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Donc, même finalement, pour Israël, ce serait un bon moyen de se désengager pour faire plaisir aux États-Unis et pour éviter de se faire laminer par le Hezbollah. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette question. Ce qu'on peut rajouter aussi ici avec un petit peu d'humour, c'est que finalement Trump apprend les bonnes manières. Il l'apprend à la fois de l'Iran, puisque donc en plein début des négociations à Genève, négociations qui ont été menées par J.D. Vance, qui lui aussi, d'après ses déclarations, semble en avoir plus qu'assez de Netanyahou et du comportement de Tel Aviv. Eh bien, il y a également Trump qui a commencé sur les réseaux sociaux à menacer, à insulter les Iraniens, qui se sont à ce moment-là retirés des négociations. Et donc après, on l'a plus entendu. Et là, les Iraniens sont revenus pour négociation et ils ont été très, on va dire, très durs. D'ailleurs, ils ont refusé une photo en commun avec les Américains et les intermédiaires, je crois que c'était pakistanais. Donc pour l'Iran, d'ailleurs, quand on écoute les déclarations, notamment du président du Parlement iranien, c'est une victoire. Donc ça, c'était la première remise en place de Donald Trump. La deuxième, ça a été par Madame Meloni, donc le Premier ministre italien. Trump avait dit qu'elle l'avait supplié de faire un selfie avec lui. Et Madame Meloni lui a répondu extrêmement vertement. Et d'ailleurs, une rencontre, un voyage de ministre des Affaires étrangères italien aux États-Unis a été annulé. Ça s'est très mal passé vis-à-vis des autorités italiennes. Chapeau, parce qu'en plus, l'Italie, pour l'instant, bon, on peut plutôt considérer ça comme un porte-avions américain en Europe, mais elle a dit non. On imagine, si jamais une telle rumeur avait couru sur Emmanuel Macron, tout le monde y aurait cru, évidemment. Qu'est-ce qu'il donnerait pas pour faire des selfies, notamment avec Donald Trump? Mais voilà, Madame Meloni garde la tête haute. Félicitations à nos amis italiens. Politico-diplomatique toujours depuis 2022 et même depuis, on va dire, l'époque Navalny, hein, on est en 2011-2012, les manifestations de Moscou. Les Occidentaux, notamment Londres en tête, rêvent de faire tomber le régime de Vladimir Poutine, comme ils disent. Ça n'arrive toujours pas, ça a même peu de chances d'arriver. On va voir les élections législatives qui auront lieu cet automne. Mais en attendant, c'est un Premier ministre anglais de plus qui est dégagé. On va donc avoir un quatrième Premier ministre depuis le début de l'opération militaire spéciale. Alors Starmer était connu pour sa russophobie. Cela dit, quel que soit le Premier ministre qui sera choisi par le Labour, hein, c'est lui qui va le choisir, le Parti travailliste, ce sera pas significatif en ce qui concerne l'Ukraine, puisque la politique étrangère est menée par le MI6, c'est connu, et que l'attaque, l'offensive permanente contre la Russie est une obsession pour ce MI6. MI6, on peut le dire. Donc voilà, pas de changement à attendre en ce qui concerne la Russie du côté de Londres.
Politico-diplomatique toujours, on fêtera dans un peu plus d'un mois la rencontre d'Anchorage. On se souvient, Donald Trump avait reçu avec les honneurs, Vladimir Poutine. Il l'avait accueilli à sa descente, d'avion et il y avait eu un accord. En fait, cet accord, on a su petit à petit de quoi il s'agissait. Donc la Russie acceptait une trêve et le début des négociations à condition que les Ottano-Kieviens se retirent de ce qu'ils contrôlaient encore du Donbass. Aujourd'hui, ça doit correspondre à peu près à 15% du territoire en diminution, constante. Trump n'a pas voulu ou n'a pas pu, face à son état profond, forcer Zelensky, hein. Il pourrait, sur un claquement de doigts, il suffit de couper Starlink, on l'a déjà dit. Et donc, bon, bah, petit à petit, 1 an après, même les plus enthousiastes pour cet accord d'Anchorage sont assez sceptiques. C'était le cas de Lavrov, qui a fait des déclarations à ce sujet, également d'Ushakov, qui est pourtant un des 2 émissaires de Vladimir Poutine aux États-Unis avec Dmitriev, et qui a dit qu'effectivement, il y avait une des 2 parties d'Anchorage qui n'avait pas rempli ses engagements. Et c'est un peu le problème avec Donald Trump et avec les Occidentaux en général, c'est qu'ils ne tiennent pas leur parole, en fait. D'ailleurs, il y a là aussi une réflexion très intéressante, très forte de Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui a dit que de toute manière, on ne pouvait plus croire les Occidentaux. Et c'est vrai, c'est vrai. Et malheureusement, la France, la France qui n'a pas libéré les Mistral alors que les Russes avaient signé et prépayé, la France qui n'a pas fait respecter les accords de Minsk, qui n'a pas fait respecter l'accord de sortie de crise au moment de Maïdan, on a perdu toute crédibilité, non seulement en Russie, mais dans le reste du monde. Et on peut dire que Macron a achevé le sale boulot de Hollande et même pardon, lapsus révélateur, et même de Sarkozy en ce qui concerne la Libye, hein. Là aussi, la Russie avait dit OK, vous avez le droit donc de protéger les populations civiles, mais finalement, ça s'est transformé en coup d'État et en assassinat de Kadhafi. Donc, pour retrouver cette crédibilité, il faudra des années, et il faudra d'abord surtout qu'il y ait un changement au niveau diplomatique français, et on va voir, on en est loin. Politico-diplomatique encore, toujours côté russe, on a eu 2 réflexions assez intéressantes sur notamment la question des lignes rouges et la question du nucléaire, qui sont 2 sujets qui me tiennent à cœur. Donc sur les lignes rouges, en fait, on a eu un échange de Vladimir Poutine avec des héros de guerre, donc qu'il décorait, qu'il félicitait, et il expliquait qu'aujourd'hui, du côté occidental, il n'y avait plus aucune barrière, il n'y avait plus aucune limite. Alors, comme je l'ai démontré à plusieurs reprises, Vladimir Poutine n'a jamais défini de ligne rouge. Quand on lui avait posé la question quelles sont les lignes rouges, est-ce que les lignes rouges ont été franchies, il a dit oui, il y a une ligne rouge qui a été franchie, et ça a donné l'opération militaire spéciale, hein. La ligne rouge, je l'avais dit dans mes bulletins bien avant l'opération militaire spéciale, c'était l'organisation du nettoyage ethnique du Donbass, hein, qui est le rêve qui vient depuis 2014. Ce qu'ils appellent la solution croate, en référence à l'épuration ethnique de la Krajina. Et il était clair que si jamais les Kieviens faisaient ça, pour se préparer à faire ça, les Russes interviendraient. C'est ce qui s'est passé. Mais depuis, il n'a annoncé aucune ligne rouge. Et là, en revanche, il a, donc, dans son intervention devant ses héros de guerre, il a dit que pour l'instant, la seule chose que n'avaient pas osé faire les Occidentaux, c'était de tirer sur la Russie depuis leur propre territoire. Alors, il n'a pas défini ça comme une ligne rouge, mais on peut considérer que c'en est une. Est-ce qu'ils iront jusque-là? Je pense que non, mais ce qui était bien aussi, c'est que d'un autre côté, vous avez Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui lui a fait cette réflexion en disant finalement, c'est grâce à l'arme nucléaire qu'on n'a pas basculé en gros dans la Troisième Guerre mondiale. Il n'a pas dit exactement ça, mais ça voulait dire ça, c'est que finalement, la dissuasion nucléaire était la garantie de la paix. Et c'est ce que je dis depuis le début. En fait, personne n'osera attaquer directement la Russie, des puissances otaniennes, parce que si jamais ça bascule, eh bien, c'est la fin de l'humanité. Donc, la dissuasion nucléaire souveraine que possède la Russie, que possède la France, que possèdent les États-Unis, que possède la Chine, que possède la Corée du Nord, est la garantie de la souveraineté et de ne pas se faire envahir. D'un nouvelle politico-diplomatique, la tension continue à monter entre Varsovie et Kiev. Donc, le président Karol Nawrocki a retiré la décoration de l'Aigle blanc à Vladimir Zelensky, donc, parce que celui-ci eh bien, a mis un genou en terre devant Melnik, le terroriste Melnik, qui était chef terroriste pendant la Seconde Guerre mondiale au service des Allemands, et puis a renommé UPA, donc Armée insurrectionnelle ukrainienne, donc des unités qui en fait n'ont jamais eu un seul acte héroïque de guerre, mais qui sont des exterminateurs, donc un mouvement terroriste, et donc certaines unités ukrainiennes ont été rebaptisées UPA, et ça n'a pas plu du tout aux Polonais qui en ont fait les frais pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, notamment les massacres de Volhynie.
Roumanie, ça a coûté plus de 100 000 morts civils polonais, femmes, enfants, enfin, une véritable monstruosité. Et donc, la décoration a été retirée à Zelensky. Par conséquent, son chef de cabinet Boudanov, qui l'avait reçu parce que ça a distribué depuis ces 4 dernières années des décorations, c'est un peu comme la Légion d'honneur maintenant, tout le monde la reçoit. Eh bien, donc Boudanov, son chef de cabinet, y a renoncé. L'ancien président Poroshenko y a renoncé. Enfin, tout le monde a renvoyé sa décoration. Zelensky expliquait que le président polonais, donc qui est un conservateur, n'était pas à sa place. Donc, visiblement, c'est une main tendue vis-à-vis du gouvernement qui est toujours de gauche, dirigé par Donald Tusk. Alors, qu'il soit de droite ou de gauche, en Pologne, ils sont tous bellicistes. Mais voilà, on a cette séquence un peu loufoque. Et la conséquence, quand même, c'est qu'il se tient en ce moment à Gdansk, donc port polonais, ancien Danzig, se tient un forum pour la reconstruction de l'Ukraine sans Zelensky. Et d'ailleurs, le Premier ministre Donald Tusk, qui s'arrache les cheveux devant cet affrontement entre le président polonais, Nawrocki, et l'ancien président Zelensky, le chef de la junte kievienne, eh bien, s'arrache les cheveux, m'a dit que finalement, c'était quand même mieux que Zelensky soit pas là. Voilà. Donc, popcorn time, comme on dit. Armement maintenant, on avait parlé du Rafale, de ce succès, de la technologie et du commerce militaire français la dernière fois. Et bien là, on va parler du F-35. Et un rapport du Parlement américain confirme ce que nous disions, c'est-à-dire que c'est une bouse volante, voilà, comme l'Eurofighter. Il n'y a que les Français en Occident qui savent fabriquer des avions de chasse dignes de ce nom, avec les Suédois. Mais les Suédois, c'est pas le même gabarit, c'est un monomoteur. Et donc, des taux de disponibilité de 25%, des coûts qui explosent, etc. etc. Et en plus, il y en a eu 2 qui ont été abattus par la défense antiaérienne iranienne, donc il n'est pas du tout invisible, c'est un monomoteur, enfin, c'est une véritable catastrophe. Alors, dans l'article que je cite, il explique que quand même si, mais en fait, il a permis d'ouvrir la voie pour des plateformes avec plus d'armement qui permettent de bombarder, blablabla. En fait, tout ça, on n'en sait rien. Ce qui est clair, c'est que pour la Russie, c'est une excellente nouvelle, puisque beaucoup de pays de l'OTAN se sont dotés du F-35, notamment les Polonais. Au lieu d'acheter du Rafale comme tout le monde et comme les gens intelligents, ils ont acheté du F-35 avec l'argent de Nicolas qui paye et de Helmut et de Giuseppe. Eh bien, ils vont s'en mordre les doigts. Et comme tous les autres pays, la Suisse, qui l'a acheté sous la pression de Joe Biden à l'époque. Donc voilà, c'est ça la grande différence finalement, une des grandes différences entre le F-35 et le Rafale. Déjà, il y en a un qui fonctionne, l'autre qui fonctionne pas. C'est que vous achetez le F-35 aussi parce que on vous tord le bras pour le faire. Et là, Dassault n'a pas besoin de faire ça pour vendre ses Rafales. Empire du mensonge maintenant. Alors là, on est plus dans le comique que dans le mensonge. C'est la une du Point qui, en nous mettant la tête de Zelensky, de Macron, de Van der Leyen, nous explique que l'Europe contre-attaque. Donc attention, l'Union européenne, qui est devenue un des espaces de pauvreté les pires au monde, qui a démontré qu'elle est incapable de faire la guerre, même si tous les pays de l'Union européenne s'unissaient, ils ne pourraient pas gagner une guerre contre la Russie, même si c'est d'ailleurs même pas leur propre infanterie. La seule infanterie dont ils disposent réellement, en fait, c'est l'infanterie ukrainienne. Personne autre pays n'ira attaquer la Russie sur son territoire. Donc, qui montre sa nullité économico-militaro-démographique, eh bien, pense qu'elle contre-attaque avec la tête de Zelensky. Donc là, ils sont vraiment au bout du rouleau. Et ça, encore une fois, c'est plus de la rigolade que du mensonge. Mais en fait, on a quand même un bon moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker de cette semaine, alors là, c'est l'ambassadeur qui était d'abord ambassadeur de France en Ukraine et qui est maintenant ambassadeur de France en Pologne. Et écoutons-le. Maintenant, il me semble que la question est plus de savoir si l'Ukraine va gagner la guerre, mais quand elle va la gagner. Je suis assez convaincu de cela. Alors la forme que ça va prendre et quand cela interviendra, c'est beaucoup plus difficile à dire, parce que la Russie, il faut le reconnaître, a aussi fait preuve d'une extraordinaire résilience. Mais je pense que la situation ne pourra quand même pas durer éternellement. La Russie perd chaque mois 30 000 hommes, morts et blessés. Les chiffres sont confirmés et elle ne gagne plus aucun territoire, y compris dans le Donbass. Donc, la question qui se pose, là, encore une fois, c'est la question qu'on peut se poser également avec Emmanuel Macron et les autres qui nous expliquent, comme mon attaché de presse Jean-Noël Barrot, que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. C'est est-ce qu'ils y croient ou est-ce qu'ils répètent des mensonges dans le cadre de cette grande campagne de presse, l'Ukraine reconquiert du terrain, qui a démarré début mars de cette année, qui continue jusqu'à aujourd'hui, alors que l'Ukraine est en train de perdre 3 bastions essentiels, Kupiansk, Konstantinovka et
Krasny Liman, qui sont en train d'être nettoyés. C'est même plus d'être conquis, ces villes, mais d'être nettoyés. Et c'est ça, c'est la question qu'on se pose. L'autre aussi interrogation qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce que vient faire l'ambassadeur de Pologne sur un plateau de télé pour parler d'un conflit avec l'Ukraine. Et là aussi, on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus rien n'est sous contrôle. Normalement, la diplomatie, c'est le domaine réservé du président de la République. Et là, Emmanuel Macron a nommé sans doute Jean-Noël Barrot pour qu'il exécute en fait la diplomatie qu'il décide, mais Jean-Noël Barrot part dans tous les sens, raconte n'importe quoi, menace tout le monde sans aucune réserve, met des sanctions contre les propres citoyens français, contre toute l'égalité institutionnelle, encore une fois, article 17, propriété privée, liberté d'expression, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, liberté de circulation, enfin c'est la totale. Et là maintenant, les ambassadeurs prennent la parole sur le plateau de télé pour annoncer des trucs pareils. Et puis en plus, l'ambassadeur de Pologne, s'il était en Ukraine. Donc tout ça n'a plus de sens, c'est l'amateurisme le plus complet. Et ça dénote vraiment une ambiance de fin de régime. On reprend à la minute 30 de ce bulletin. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que Moreau enchaîne plusieurs sujets qui s'imbriquent les uns dans les autres d'une façon qu'on ne voit jamais dans les médias grand public. Je commence par l'Iran et la question israélienne, parce que c'est le nœud de tout ce qui se passe en ce moment. Moreau parle du retrait israélien du Sud-Liban, ou plutôt de l'absence de retrait. Et il raconte quelque chose que je trouve personnellement fascinant. Il dit qu'il y était, lui, au Sud-Liban, il y a 30 ans, qu'il a vu de ses yeux le Hezbollah démonter l'armée israélienne avec des missiles anti-chars et que les Israéliens ont fini par partir en l'an 2000. Ce retrait de 2000, rappelons-le pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un événement majeur. 18 ans d'occupation du Sud-Liban. 18 ans. Et c'est le Hezbollah, sans armée conventionnelle au sens classique du terme, qui a forcé Tsahal à se replier. Le New York Times et le Washington Post en avaient fait leurs unes à l'époque. Ce n'est pas une interprétation pro-russe ou pro-iranienne, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Moreau observe que Israël peine à s'adapter aux drones FPV que le Hezbollah utilise massivement. Et là aussi, ce n'est pas une position marginale. Le Royal United Services Institute à Londres, qui n'est pas précisément un think tank anti-occidental, a publié en 2024 une analyse montrant que même les armées les plus sophistiquées ont besoin de temps pour adapter leur tactique aux drones FPV. Ce qui signifie que la difficulté israélienne que décrit Moreau n'est pas une propagande, c'est un constat analytique partagé par des institutions sérieuses. Il ajoute une remarque un peu mordante, mais factuellement solide. Il dit qu'Israël semble avoir dormi pendant les 4 ans et demi de guerre en Ukraine, alors que les drones y ont révolutionné les tactiques de combat. C'est dur à entendre, mais objectivement, les leçons du conflit ukrainien en matière de drones auraient dû être intégrées bien plus rapidement par toutes les armées du monde. Ce n'est pas propre à Israël d'ailleurs. Passons maintenant à la question des lignes rouges et du nucléaire, parce que Moreau y passe du temps et il a raison de le faire. Alors voilà ce qui s'est passé. Poutine, devant des soldats qu'il décorait, a dit que la seule chose que les Occidentaux n'avaient pas encore osé faire, c'était de tirer directement sur la Russie depuis leur propre territoire. Et Peskov, de son côté, a dit que c'est finalement la dissuasion nucléaire qui avait empêché la guerre mondiale. Sur Peskov, d'abord, cette réflexion, si on la dépouille de son contexte politique, n'est pas anodine. La dissuasion nucléaire, comme facteur de paix entre grandes puissances, c'est un débat académique, sérieux et ancien. Kenneth Waltz, professeur à Columbia, défendait cette thèse dans les années 80. Henry Kissinger y revenait régulièrement dans ses mémoires. L'idée que la bombe nucléaire a paradoxalement rendu les guerres totales entre grandes puissances moins probables, c'est une hypothèse qui a du soutien dans les cercles stratégiques occidentaux eux-mêmes. Ce qui signifie que quand Peskov dit ça, il dit quelque chose qui résonne dans des cercles bien au-delà de Moscou. Sur Poutine et les lignes rouges, Moreau est précis et je le suivrai ici. Poutine n'a jamais publié une liste de lignes rouges. Jamais. Cette ambiguïté est délibérée. C'est une technique classique de dissuasion. Toutes les puissances nucléaires la pratiquent.
y compris la France. La doctrine française de dissuasion parle d'intérêts vitaux sans jamais les définir avec précision. C'est voulu. Ce qui signifie que reprocher à Moscou de ne pas définir clairement ses lignes rouges, c'est un peu comme reprocher à un joueur de poker de ne pas montrer ses cartes. Parlons maintenant de la Grande-Bretagne et du départ de Starmer, 4e Premier ministre depuis le début du conflit ukrainien. Moreau dit que ça ne changera rien à la politique envers la Russie parce que le MI6 dirige la politique étrangère. Là, soyons un peu nuancés. Que le MI6 soit influe sur la politique étrangère britannique, c'est incontestable. Mais la continuité de la position britannique envers la Russie a aussi des bases structurelles. La City de Londres, ses liens financiers et diplomatiques avec les pays baltes, et la Pologne, son histoire post-Litvinenko depuis 2006. Ça fait un ensemble de facteurs qui dépassent le seul MI6, ce qui signifie que quel que soit le successeur de Starmer, la posture fondamentale ne bougera pas, et sur ce point précis, Moreau a raison. Maintenant, la question de la crédibilité occidentale dans les négociations, et là, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, parce qu'on touche à quelque chose de fondamental en géopolitique. Moreau cite les Mistral, les accords de Minsk, l'accord de sortie de crise à Maïdan. Reprenons chaque cas les Mistral. La France a signé un contrat, reçu les acomptes russes, a commencé à construire les navires et a finalement annulé sous pression américaine en 2024. Les Russes ont été remboursés, mais le signal diplomatique était clair. Reuters et le Financial Times l'ont documenté en détail. La France n'est pas maître de ses décisions militaires stratégiques quand Washington dit non. Les accords de Minsk. En 2022, Hollande dans Le Monde, Merkel dans Die Zeit, tous les deux ont reconnu que les accords n'étaient pas destinés à être appliqués, mais à gagner du temps pour que l'Ukraine se réarme. Ce sont leurs propres mots, pas une interprétation russe, leurs propres mots. On peut débattre de la stratégie, mais sur le fait que ces accords n'ont pas été appliqués de bonne foi, la source et les signataires eux-mêmes, la Libye. La résolution onusienne autorisait la protection des civils. Elle a été utilisée pour renverser Kadhafi et permettre son assassinat. La Russie avait voté l'abstention pour permettre la résolution. Elle ne s'attendait pas à ce que ça devienne un changement de régime. Ce précédent a profondément marqué la façon dont Moscou aborde toutes les négociations diplomatiques depuis lors. Ce qui signifie que quand Lavrov dit qu'on ne peut plus croire les Occidentaux, c'est une position politique, certes, mais elle s'appuie sur des épisodes documentés et reconnus même par les parties occidentales impliquées. Maintenant, le rapport du Congrès américain sur le F-35, Moreau est ravi et franchement, les données lui donnent raison. Le Pentagone lui-même a publié en 2024 un rapport reconnaissant que le taux de disponibilité opérationnelle du F-35 était très en dessous des objectifs. Defense News et Bloomberg ont largement couvert ça. Et Moreau ajoute un élément assez spectaculaire. Deux F-35 auraient été abattus par la défense antiaérienne iranienne, ce qui prouverait que l'avion n'est pas aussi furtif qu'annoncé. On resterait prudent sur ce dernier point en attendant des confirmations supplémentaires, mais sur le problème structurel de disponibilité du F-35, les sources américaines officielles suffisent à établir le problème. Le contraste avec le Rafale est réel. L'avion de Dassault a été vendu à l'Inde, l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Grèce, l'Indonésie, la Croatie, sans que Dassault ait eu besoin de tordre le bras de qui que ce soit. Les commandes viennent parce que l'avion fonctionne. C'est aussi simple que ça. Et c'est une fierté industrielle française qu'on devrait citer beaucoup plus souvent. Secrétaire général maintenant, donc Emmanuel Macron, qui espère toujours avoir de l'influence sur la politique française, nomme tout ce qu'il peut nommer à différents postes, donc Cour des comptes, Conseil constitutionnel, auquel il sera lui-même invité, puisqu'il est ancien président de la République. Ça, c'est des choses qu'il faudra changer par référendum d'ailleurs.
Eh bien, il a également nommé un nouveau chef d'état-major de la marine française et un chef d'état-major de l'armée de terre, ce qui est le plus important puisque l'armée de terre, c'est la plus volumineuse en l'occurrence. Et il a nommé un certain général Langlade de Montgros. Donc, il y a un article assez intéressant sur ses origines. Donc, il est ancien parachutiste, donc cavalier parachutiste. Et puis, il a eu une carrière assez opérationnelle avant de passer dans les ministères. Donc là, visiblement, alors je ne m'avance pas, je ne vais pas le gameliniser, je vais attendre d'avoir ses premières déclarations, s'il y en a, ses premiers projets. Mais il succède au général Schill, qui lui est un gamelin authentique, hein, qui nous a réchauffé dans un ouvrage, L'Auftragtaktik allemande, qui a fait fantasmer tous les pays de l'OTAN jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne servait à rien. Je vous renvoie aux travaux de Sylvain Ferreira à ce sujet-là. Donc, le général Schill, oui, est un authentique gamelin. Là, je suis plutôt pessimiste, hein, donc un homme des ministères, c'est-à-dire que c'est un proche d'Emmanuel Macron, et puis surtout qui aurait fait, encore une fois d'après les informations qu'on a, en fait, des projets pour résister dans le domaine du renseignement, puisque c'est un ancien responsable du renseignement, aux influences russes en Europe, en Afrique, etc. etc. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ce qui est aussi intéressant dans l'article, c'est qu'ils disent que oui, le renseignement militaire français n'a pas été compétent, puisque contrairement au renseignement militaire américain, il n'a pas pu prévoir l'opération militaire spéciale. Mais les renseignements américains et anglais n'y sont pour rien sur l'opération militaire spéciale. Ils savaient très bien que les Russes allaient intervenir s'ils déclenchaient une opération de nettoyage ethnique. Voilà. Évidemment que le renseignement militaire français, ni le gouvernement français, d'ailleurs, n'était dans la confidence des sales coups que préparaient le MI6 et la CIA. Voilà. À voir, donc à suivre. Militaire français toujours, donc parmi les missions que devra continuer ce nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, il va y avoir ce service national volontaire de 10 mois, donc ouvert aux hommes et aux femmes, hein, ce qui prouve bien encore une fois que la France ne veut pas faire la guerre, et c'est tant mieux, la République ne veut pas faire la guerre, parce que à l'image de ce qu'on a en Ukraine aujourd'hui, ce qui manquerait à la France, c'est de l'infanterie. Et l'infanterie, je suis désolé, c'est pas fait pour les femmes, c'est un métier d'homme. La guerre en général, d'ailleurs, est un métier d'homme. Après, il y a certaines femmes qui excellent dans les domaines tireurs d'élite, par exemple, sont peut-être pilotes de drone, donc c'est ce qu'on veut nous montrer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, lancer un service militaire en respectant la parité homme-femme, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas sérieux. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut y aller. Les Allemands aussi ont voulu faire un test pour essayer de relancer, de passer à une armée de 270 000 hommes, etc. Là, finalement, si on en croit le Berliner Zeitung, eh bien, il n'y a que 530 Allemands qui ont accepté de servir volontairement dans l'armée. Voilà. Et sur 1500 qui sont présentés, mais il n'y en avait que 530 qui étaient capables de tenir le coup physiquement. Donc, passer de 250 000 à 270 000 d'ici 2035 pour l'armée allemande, c'est loin d'être gagné. Donc de ce côté-là, encore une fois, on peut être rassuré. Une fois malheureusement que le dernier soldat ukrainien aura été, espérons-le, capturé plutôt que blessé ou tué, eh bien le potentiel militaire de l'Union européenne s'arrêtera là. Je reviens rapidement sur les frappes anglo-kieviennes dans la profondeur du territoire russe, donc qui tapent les raffineries, etc. Bon, il faut séparer deux choses. Il y a tout d'abord ce qui se passe à proximité du front, donc ça concerne le nord de la Russie, dans les régions de Belgorod, de Bryansk, etc. Ça se passe au sud, donc dans les nouveaux territoires russes, les territoires de Kherson, de Zaporozhye et la Crimée. Voilà. Il y a ça, et après il y a des frappes plus lointaines dans la profondeur, sans doute de drones qui sont déjà sur le territoire russe, sur le modèle un peu de l'opération Toile d'araignée qui est arrivée. Et donc, ça crée certaines pénuries, certains problèmes logistiques. Et encore une fois, c'est aussi saisonnier. Et surtout, derrière, il y a un très bon travail, il faut le dire, qui est fait par, encore une fois, c'est bien sûr le MI6 aux commandes et par les services secrets ukrainiens de déstabilisation de la société russe, donc des mouvements de panique vers les stations-service, etc., etc. C'est ce que aujourd'hui les autorités russes essayent de réguler. Voilà. Ce qui est important, encore une fois, c'est que là où ça tape le plus du point de vue logistique, du point de vue des réserves, c'est en Crimée. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi faire ? Si c'est pour l'instant, vraisemblablement, c'est pour
gâcher la saison touristique en Crimée. Et là, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que de mon expérience, les Russes, même quand ça tombe, quand c'est les vacances, et ils viendront quand même en Crimée. Alors bon, je pense qu'il y aura un impact quand même significatif. D'ailleurs, le gouvernement russe a annoncé des mesures de soutien à cette partie de l'économie criméenne qui fonctionne grâce au tourisme. Voilà. Mais j'ai du mal à croire qu'il y a une offensive qui se prépare derrière, parce que dans ce cas, ça aurait du sens. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le seul objectif. Le seul objectif de frapper sur les réserves de carburant, sur la logistique, c'est de gâcher la saison touristique en espérant provoquer un mécontentement vis-à-vis de la Russie, etc. Donc on peut s'attendre à d'autres grosses campagnes de bombardement, de drones qui finissent par traverser le maillage autour de Moscou. Mais est-ce que ça ira plus loin? Je ne pense pas. Alors, on a Zelensky maintenant qui fait des grandes déclarations. Donc, en gros, il nous expliquait qu'il préparait une offensive contre la Crimée. C'est bien de l'annoncer. Au niveau de l'art de la guerre, on est au top. S'il avait l'aide du G7. Bon, ouais. Donc là aussi, on est dans du grand n'importe quoi. Et également, il s'est mis à menacer, on en a parlé, la Biélorussie, donc en faisant un ultimatum qu'il fallait qu'elle démonte les antennes le long de la frontière biélorusse. Sinon, il attaquait. Enfin, il allait bombarder, etc. Donc l'ultimatum arrive à expiration samedi. On va voir ce que Zelensky va faire, parce que je crois que Loukachenko n'a pas l'intention de démonter ses antennes. Qui d'ailleurs, les Russes n'ont absolument pas besoin de ces antennes pour aller frapper dans la profondeur du territoire. Ils ont leur propre système de guidage satellite. Même si c'est pas Skylink, ça fonctionne très bien. Et puis, dernière considération militaire, eh bien, malgré les déclarations enthousiastes des leaders et des médias occidentaux, de Zelensky lui-même, les choses vont mal sur le front pour Kiev, qui continue à évacuer Kramatorsk, qui évacue même l'industrie. Donc, ils évacuent, sachant qu'ils ne reviendront jamais. Et puis, évacuation également au nord de l'Ukraine, donc de la région de Tchernigov. Alors, est-ce que c'est parce que l'Ukraine prépare une offensive, mais dans ce cas, il l'aurait fait discrètement? Ou est-ce que c'est pour envoyer des messages, comment dire, essayer de faire de la tromperie? Ou est-ce que c'est parce qu'ils savent que les Russes vont attaquer dans la direction? C'est trop tôt pour le dire. Mais voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas le signe d'une avancée fulgurante des troupes ukrainiennes. Et puis on rappelle que d'autres localités ont commencé à être évacuées également du côté de Zaporozhye et du côté de la région de Dniepopetrovsk. Voilà, donc s'ils évacuent les localités, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est vraiment l'armée russe qui avance, et on va voir ça dans la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc on va commencer par les frappes dans la profondeur. Bon, la plus impressionnante a été celle sur Voronezh. Donc ils ont frappé sur une usine qui était censée fabriquer des sous-ensembles électroniques, un peu comme celle qu'ils avaient frappée sur Bryansk. Et comme j'avais expliqué à l'époque, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus rien de fabriqué à distance de 300 km, avec le risque des Storm Shadow. D'ailleurs, ce sont des Storm Shadow anglais qui sont tombés sur cette usine. Mais cela dit, évidemment, la ville de Voronezh a été touchée. Les bombardements ont été aussi massifs sur la Crimée et Sébastopol. Alors, comme je l'avais déjà expliqué, la Crimée est une presqu'île, donc en fait, ça ne gêne pas sérieusement les mouvements entre la région de Kherson et la Crimée. En revanche, il y a eu des frappes sur les infrastructures énergétiques, sur les infrastructures de stockage de carburant. Donc, il y a des difficultés, mais encore une fois, elles ne doivent pas être surévaluées. Le principal danger, finalement, pour les autorités russes, que ce soit en Crimée ou ailleurs, c'est le fait que la guerre psychologique ait été enclenchée à plein pot, et de provoquer des paniques et des queues dans les stations-service chez les gens. Voilà, donc les frappes qui ont un impact sérieux sur les approvisionnements énergétiques, en fait, c'est tout ce qui est le long de la ligne de front. C'est à peu près comme ça, voilà, à cet endroit-là. Pour le reste, c'est beaucoup moins critique. Visiblement, le tir sur Moscou, qui a tant fait parler, eh bien, en fait, c'était pardon pour l'anglicisme, un one-shot. Ça n'a pas été suivi, donc ça ne peut avoir aucune efficacité. Et finalement, on s'est aperçu en analysant les images que les frappes les plus spectaculaires ont été celles provoquées par la défense antiaérienne russe, qui a mal fonctionné. Ça arrive chez les Ukrainiens, ça arrive chez les Russes également. Les Russes, eux, ont continué leurs frappes systématiques sur tout le territoire ottano-kievien.
et notamment sur Kiev qui a été privé d'électricité. Mais aujourd'hui, si jamais vous filmez un des dégâts provoqués par les bombardements russes, c'est de la prison. En Russie, c'est juste une amende. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de liberté pour faire ce genre de choses en Russie qu'en Ukraine, on l'a déjà expliqué. Arrivons maintenant sur la ligne de front, parce que là, c'est beaucoup plus difficile de mentir. Donc, les Russes ont repris l'initiative sur le front ouest de Zaporozhye et les Ukrainiens ont été contraints de retirer les unités qui avaient été envoyées pour lancer la contre-offensive et les résultats sont en train d'être liquidés, même si c'est pas complètement terminé. Donc, la ligne de front là, il faut la prendre avec une relative prudence, hein. Je rappelle que ces points-là, eh bien, c'est ceux des villages des localités qui ont été évacuées par les Otano-Kieviens. Ici aussi, la ligne de front n'est pas très claire, donc je laisse comme c'était la dernière fois. Les Russes poussent, mais avec difficulté, pour aller vers l'ouest, pour franchir l'ultime ligne de défense ici. Et selon Yuri Podolaka, le seul endroit où les Otano-Kieviens auraient encore l'initiative, c'est ici, où là, ils voudraient essayer de reprendre pied, hein. On se souvient, c'est la contre-offensive qu'ils avaient lancée au mois de mars, que les Russes ont liquidée, mais a priori, les unités qui ont été prélevées à l'ouest de Zaporozhye ont été envoyées ici pour tenter de frapper et de pénétrer dans la profondeur à cet endroit-là. Voilà. C'est ce qui inquiète Yuri Podolaka, mais comme vous le savez, même si c'est ma référence principale pour la ligne de front, il est souvent trop pessimiste, trop dépressif. Mais cela dit, je tenais à le signaler. Plus à l'est maintenant, là, c'est les Russes qui sont désormais à l'initiative la plus totale et qui continuent à pousser vers Dobropila. Là aussi, ma ligne de front est très conservatrice, puisqu'a priori, ils sont arrivés à la périphérie d'Anovka et de Dobropila, à cet endroit-là. Mais cela dit, tant qu'il n'y a pas une localité qui est indubitablement pénétrée par les forces russes, eh bien, je préfère maintenir la ligne de front initiale. Voilà. Mais a priori, ils sont déjà en train de rentrer dans Anovka et Dobropila encore une fois. Et ils sont également à la périphérie de Shevchenko, mais c'est pas la peine de s'énerver. De toute manière, l'armée russe, dans cette zone-là, avance, personne n'en doute. Ici aussi, bon, moi j'ai pris la dernière fois la décision de fermer la localité de Konstantinovka. Les Russes seront très prudents avant de la déclarer, totalement libérée. Ils attendent que tout soit complètement nettoyé, mais bon, elle peut déjà être considérée comme libérée. Et il est probable que dans les jours qui viennent, l'OTAN n'ait d'autre choix que de retirer ses troupes à cet endroit-là pour éviter qu'elle se fasse encercler, hein, sachant qu'on sait que souvent les ordres de retrait sont donnés trop tard pour les troupes otano-kieviennes. Les Russes ont bien avancé également après s'être emparés de Rai Alexandrovka, qui était une localité nécessaire pour pouvoir continuer à déferler sur Slaviansk et Kramatorsk. Eh bien, les Russes se sont emparés de Yurkovka à cet endroit-là et ils l'ont fait le jour où j'ai publié mon dernier bulletin. Comme je vous l'ai dit, à peine ai-je publié mon bulletin que déjà il n'est plus à jour. Voilà. Et il continue à progresser à l'ouest du canal Donetsk-Donbass, mais comme je suis prudent, je préfère laisser la ligne de front à cet endroit-là. Du côté de Liman, eh bien là aussi, le nettoyage final est en progression et donc là aussi on peut s'attendre à une déclaration de libération de Krasny Liman. Ce sera un point extrêmement important du côté de la part du ministère de la Défense russe. Et les Russes continuent à taper très fort pour empêcher le repli ukrainien autour de la localité de Mayak à cet endroit-là. Voilà, ici les Ukrainiens ont prétendu avoir repris cette petite zone qui est au sud de la rivière Donetsk, mais ça n'a pas été confirmé, donc pour l'instant je laisse comme ça. Plus au nord, pas plus de précision sur la libération ou non de la localité de Borovaya, donc je laisse ici comme la dernière fois. Et ici, pareil, les Russes sont en train de finir le nettoyage de la rive est de la rivière Oskol. Les Russes continuent à pousser donc sur le front nord, le front de Kharkov, hein, c'est toute cette zone-là, mais pas de progression significative depuis la dernière fois. En revanche, là où ça a progressé, et c'est pourtant un front relativement périphérique, c'est celui de Soumy, hein. Je rappelle, les Russes sont rentrés dans Soumy après avoir libéré la région de Koursk. C'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, ils ont pénétré dans la région de Koursk avec des effectifs relativement réduits. Mais comme Kiev n'a plus rien à déployer, eh bien, ils ont pu avancer de manière assez significative. On le voit ici. Et là, ils ont pris deux localités extrêmement importantes. Ivoljansk ici et Pissarovka ici. Pissarovka, c'est pas certain. C'était déclaré par le ministère de la Défense russe, a priori, mais attendent sous confirmation. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ils arrivent dans ces zones boisées là, qui vont permettre
aux troupes russes d'avancer en direction de Soumy, quasiment d'arriver à la périphérie de la ville de Soumy, même si ça me paraît un objectif un peu trop gros pour le peu de forces qui sont déployées ici. Mais ce qui est très bien, c'est que ça oblige les Ottano-Kieviens à déployer des réserves pour empêcher finalement le peu de troupes russes à continuer à avancer. Donc là aussi, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour la partie russe. Voilà, j'enlève la ligne de front de la dernière fois. Voilà où nous en sommes le jeudi 25 juin 2026. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez en description pour voir comment vous pouvez nous aider. C'est extrêmement important. Encore une fois, on en a besoin pour tenir. Nos équipes en ont besoin pour tenir. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez également, pour ceux qui le veulent, et vous êtes nombreux à le faire, soutenir ma famille. Donc, avec la cagnotte de mon épouse, c'est en description de cette vidéo. Et enfin, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous entendez dans les médias de grand chemin, rassurez-vous, la situation est sous contrôle en Russie pour ce qui est des hydrocarbures, du carburant, etc. La Russie a fait le plein ces derniers mois grâce à l'attaque de Washington contre l'Iran et la fermeture des détroits d'Ormuz. Et vous l'avez vu sur le front, eh bien, la Russie avance partout et on va bientôt annoncer le nettoyage complet et la libération de 3 villes bastions extrêmement importantes, Kupiansk, Konstantinovka et Krasny Liman. Voilà. Donc, les choses vont bien. Tenez bon. Courage. On les Voilà envoie. la dernière partie et elle est dense. Moreau couvre beaucoup de terrain, de la situation militaire précise sur le front jusqu'à des questions institutionnelles françaises qui semblent anodines mais qui ne le sont pas vraiment. Accrochons-nous. Je commence par ce moment bunker que Moreau a sélectionné cette semaine et franchement, il a bien fait. L'ambassadeur de France en Pologne, ancien ambassadeur en Ukraine, déclare sur un plateau de télévision que la question n'est plus de savoir si l'Ukraine va gagner, mais quand. Et il ajoute que la Russie perd 30 000 hommes par mois. Alors, je vais m'arrêter là une seconde, parce que ce genre de déclaration, venue d'un ambassadeur en exercice, dans un cadre médiatique public, ça mérite qu'on la prenne au sérieux comme objet d'analyse. Sur le chiffre de 30 000 pertes russes par mois, d'où vient ce chiffre? Qui le produit? Sur quelle méthodologie repose-t-il? L'Oryx Project, qui documente les pertes matérielles de manière rigoureuse depuis le début du conflit, répète régulièrement que les pertes humaines des deux côtés sont extraordinairement difficiles à vérifier de manière indépendante. Le Kiel Institute for the World Economy a publié la même mise en garde dans des travaux académiques, ce qui signifie qu'un ambassadeur qui donne ce chiffre sans précision méthodologique devant des caméras dans le cadre d'une déclaration diplomatique officielle, c'est pour le moins problématique sur le plan de la rigueur intellectuelle. Sur l'Ukraine qui ne gagne plus de territoire. Là, le problème est encore plus flagrant, parce que cette même semaine, l'Institute for the Study of War à Washington, institution qui est loin d'être favorable à Moscou, reconnaît des progressions russes autour de Dobropila, autour de Konstantinovka, autour de Krasny Liman. Ce qui signifie que l'ambassadeur de France dit l'inverse de ce que publie le think tank américain le plus favorable à Kiev. C'est vertigineux. Moreau pose alors une question que je trouve fondamentale. Est-ce que ces gens croient vraiment ce qu'ils disent ou répètent-ils un narratif officiel conscient de ce qu'ils font? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Les deux scénarios sont également préoccupants. Un diplomate sincèrement désinformé, c'est dangereux. Un diplomate qui ment délibérément devant ses concitoyens, c'est une autre catégorie de problème. Ce qui est observable, en revanche, c'est que depuis début mars 2020, une narration coordonnée affirme dans les médias occidentaux que l'Ukraine reconquiert du terrain simultanément 3 villes clés dans le Donbass, Kupiansk, Konstantinovka, Krasny Liman, sont en cours de liquidation par les forces russes. Michael Kaufman au Carnegie Endowment, qui est certainement pas un relais du Kremlin, appelle régulièrement à une lecture sobre et honnête du front. Il le dit depuis 2023, ce qui signifie que la déconnexion entre le discours politique et la réalité du terrain est reconnue, y compris dans les cercles atlantiques sérieux. Passons à la nomination du général de Montgros. Et là, je vais être honnête, Moreau fait quelque chose rare ici, et c'est bien. Il refuse de le gameliniser avant d'avoir entendu ses premières déclarations. Cette prudence analytique,
j'aime bien ça, parce que accabler quelqu'un avant même qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer, c'est pas de l'analyse, c'est de la posture. Ce que l'on peut dire factuellement, c'est que le successeur du général Schill hérite d'un défi doctrinal considérable. La guerre en Ukraine a remis en cause des paradigmes que l'OTAN considérait comme acquis depuis 30 ans. Le Royal United Services Institute à Londres a publié en 2024 un rapport intitulé « Lessons from the War in Ukraine » qui détaille point par point ces remises en question. La guerre d'artillerie de masse, les drones comme modificateur fondamental du champ de bataille, la défense antiaérienne en couches successives, la logistique sous pression permanente. Ce sont des leçons que toutes les armées occidentales doivent intégrer rapidement. Et l'armée française ne fait pas exception. Ce qui signifie que le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre aura du travail, beaucoup de travail, quel que soit son profil personnel. Sur le service national volontaire ouvert aux femmes, Moreau est direct, il dit que ça n'a pas de sens. Je ne vais pas entrer dans ce débat de fond ici, parce que ce n'est pas l'objet de notre chaîne, mais il y a un point factuel que Moreau soulève et qui mérite attention. En Allemagne, sur 1500 Allemands qui se sont présentés volontairement pour intégrer l'armée dans le cadre de ce test de recrutement, seulement 530 ont été jugés physiquement aptes. C'est le Berliner Zeitung qui le documente. Ce qui signifie que l'objectif affiché de porter l'armée allemande à 260 TX 1000 hommes d'ici 2035 est actuellement une déclaration d'intention, pas un plan crédible. Anthony Cordesman au CSIS à Washington a d'ailleurs publié des analyses convergentes sur ce décalage entre les ambitions affichées de défense en Europe et les capacités humaines réelles disponibles. Maintenant, la partie qui me passionne le plus dans ce bulletin, la situation sur le front. Moreau y est précis, méthodique et, à ma connaissance, honnête sur ses propres limites analytiques, ce qui est déjà pas si courant. Commençons par les frappes dans la profondeur. Moreau fait une distinction que beaucoup de commentateurs évitent soigneusement. Il y a les frappes proches du front, dans les régions de Belgorod et Briansk. Il y a celles sur les nouveaux territoires russes et la Crimée, et il y a les frappes lointaines, Voronej, la périphérie nord de Moscou. Ces trois catégories ont des objectifs, des moyens et des impacts très différents. Sur Voronej, des missiles Storm Shadow britanniques ont frappé une usine de composants électroniques. Moreau fait l'observation suivante. Les Russes ont depuis longtemps délocalisé leur production sensible à des distances sécurisées. Ce n'est pas une intuition, c'est une réalité documentée. Depuis 2022, l'industrie de défense russe a procédé à des relocalisations importantes vers l'Oural et la Sibérie, hors de portée des missiles occidentaux fournis à l'Ukraine. Reuters a couvert ces mouvements industriels, ce qui signifie que l'impact militaire de la frappe sur Voronej, aussi spectaculaire qu'elle soit médiatiquement, est probablement limité sur la capacité productive réelle, sur la Crimée et les réserves de carburant. Moreau dit quelque chose d'intéressant ici. Il pense que le principal objectif de ces frappes est de perturber la saison touristique, pas d'obtenir un gain militaire. Et il observe que le danger principal pour les autorités russes n'est pas physique, mais psychologique. Des files d'attente artificielles dans les stations-service, des phénomènes de panique provoqués par la guerre de l'information. Lawrence Friedman au King's College de Londres a analysé ce type de guerre psychologique dans ses travaux sur la stratégie hybride. C'est une technique documentée, et le fait que Moreau en parle dans ce registre-là, c'est une lecture analytique sérieuse, pas du tout hors sol. Sur la frappe sur Moscou, il dit quelque chose d'important aussi. Ce one-shot, pour reprendre son expression, n'a eu aucun impact militaire réel. Et les images les plus spectaculaires venaient en réalité des ratés de la défense antiaérienne russe, pas des drones eux-mêmes. Ça arrive. Les Russes l'ont reconnu. Les Ukrainiens aussi ont des ratés de défense antiaérienne. C'est la guerre. Mais ça change radicalement la lecture médiatique de l'événement. Passons maintenant au front du Donbass. Et là, on rentre vraiment dans le détail. Dobropila.
Moreau dit que les forces russes sont vraisemblablement déjà à la périphérie de la ville, voire en train d'y pénétrer. Il est conservateur dans sa présentation cartographique, ce qui est une approche honnête. Deep State Map, qui est une source généralement favorable à Kiev, a elle-même documenté des progressions russes dans cette zone ces dernières semaines. Dobropila est un nœud logistique. Sa prise consoliderait l'ensemble du flanc ouest russe dans le Donbass et créerait une pression supplémentaire sur les axes de ravitaillement ukrainiens dans toute cette zone. Ce n'est pas une petite affaire, Konstantinovka. Moreau dit que la ville peut d'ores et déjà être considérée comme libérée par les forces russes, même si l'annonce officielle n'a pas encore été faite. Il explique que l'état-major russe attend toujours que le nettoyage soit totalement terminé avant de faire une déclaration officielle. C'est effectivement leur méthode depuis le début du conflit. Ce qui est stratégiquement important, c'est que Konstantinovka est le dernier verrou défensif majeur sur l'axe, menant à Kramatorsk et Slaviansk. Ces deux villes sont les deux plus grandes agglomérations encore sous contrôle ukrainien dans le Donbass. Une fois Konstantinovka tombée, la pression sur cet axe va devenir immense. L'ISW à Washington l'a lui-même reconnu dans ses rapports récents, même si ses évaluations restent plus mesurées. Liman, que Moreau appelle Krasny Liman. Il dit que le nettoyage final est en progression et qu'une annonce de libération est vraisemblablement proche. La valeur stratégique de Liman est réelle. C'est un nœud ferroviaire majeur dans le nord du Donbass. Sa perte représenterait pour l'Ukraine une défaite logistique significative dans cette zone. Moreau note que les forces russes frappent fort autour de Mayak pour empêcher un repli ukrainien organisé. Ce qui signifie que l'objectif n'est pas seulement territorial, mais aussi de destruction ou de capture des unités ukrainiennes encore présentes. Front secondaire maintenant. Kharkov. Moreau note des progressions au nord de la rivière Donetsk, mais pas de mouvement significatif depuis son dernier bulletin. Il reste conservateur, ce qui est bien, soumis. Et là, c'est le sujet qui m'a le plus surpris dans ce bulletin, honnêtement. Moreau décrit une progression russe dans des zones boisées au nord-ouest de la région de Soumy. La prise de deux localités, Ivoljanske et vraisemblablement Pissarovka selon le ministère de la Défense russe, placerait les forces russes dans des positions boisées qui permettent d'avancer discrètement vers Soumy. Moreau lui-même précise que prendre Soumy lui paraît un objectif trop ambitieux pour les effectifs actuellement déployés dans cette zone. Mais la mécanique est là. Même une pression modeste avec peu de troupes suffit à obliger Kiev à mobiliser des réserves pour couvrir ce front. Des réserves qui manquent ailleurs. C'est du bon sens militaire de base, documenté depuis Clausewitz. Ce qui signifie que même sur ce front périphérique, l'effet stratégique est réel. Les évacuations ukrainiennes maintenant. Moreau relève quelque chose que très peu de commentateurs mentionnent dans les médias grand public. Des évacuations de population et surtout d'industrie dans les zones de Kramatorsk, de Tchernigov au nord, de Zaporizhia, de Dnipropetrovsk. Ce qui me frappe, c'est la distinction que Moreau opère entre l'évacuation de civils et l'évacuation d'industrie. Évacuer des civils, ça peut être préventif. Ça peut être une précaution raisonnable. Mais évacuer des industries, des machines, des équipements, c'est une décision lourde, coûteuse, irréversible, à court terme. Ça dit quelque chose de précis sur l'évaluation que font les autorités ukrainiennes de la situation réelle. Historiquement, les grandes évacuations industrielles ne trompent pas. En 1941, les soviétiques ont évacué des milliers d'usines vers l'Oural face à l'avancée allemande. Cette décision a coûté énormément d'énergie et de ressources. Mais elle disait une vérité simple et brutale. On sait qu'on ne reviendra pas de sitôt. Ce qui signifie que si les évacuations d'industrie que décrit Moreau sont confirmées par des sources indépendantes, elles constituent un indicateur objectif et extrêmement parlant de la façon dont Kiev perçoit l'évolution du front à moyen terme. Sur les déclarations de Zelensky, l'offensive annoncée contre la Crimée et l'ultimatum à la Biélorussie. Sur la Crimée d'abord, une offensive amphibie contre une péninsule fortifiée, reliée à la Russie continentale par le pont de Kertch, nécessiterait des capacités que l'Ukraine ne possède manifestement pas à l'heure actuelle.
Mick Ryan, ancien général australien et chercheur au CSIS, l'a dit clairement. Michael Kaufman au Carnegie aussi, ce qui signifie que cette annonce de Zelensky sur une offensive contre la Crimée, c'est du narratif avant d'être un plan opérationnel, sur l'ultimatum à la Biélorussie et les antennes à la frontière. Moreau souligne que la Russie dispose de GLONASS, son propre système de navigation satellitaire opérationnel depuis 1904 Vintezex. Ce système est totalement indépendant de toute infrastructure au sol sur les territoires ukrainiens ou biélorusses. Ce qui signifie que l'ultimatum de Zelensky sur ces antennes est, techniquement parlant, assez difficile à justifier militairement. Et puis il y a cette remarque de Moreau sur Zelensky qui annonce ses offensives à l'avance. Sun Tzu doit se retourner dans sa tombe. Dans l'art de la guerre, le principe de base, c'est la surprise. Annoncer qu'on va attaquer la Crimée, c'est précisément l'inverse de la surprise stratégique. Pour terminer, Moreau conclut son bulletin sur une note que je vais reprendre sans l'exagérer, ni la minimiser. 3 villes bastions sont sur le point de tomber officiellement. Kupiansk, Konstantinovka, Krasny Liman. La Russie a fait le plein énergétiquement grâce aux revenus pétroliers accrus pendant la période de fermeture d'Ormuz. Et la question diplomatique centrale reste la capacité de Washington à faire respecter les engagements pris envers Moscou dans un accord de paix éventuel. Sur ce dernier point, c'est là que tout va se jouer. Pas sur le front militaire, qui semble avoir une direction assez claire désormais, mais sur la crédibilité des garanties occidentales dans une négociation de paix. Et ça, c'est le vrai sujet. Parce qu'après les Mistral, après Minsk, après la Libye, après Anchorage, pourquoi Moscou ferait-il confiance à une garantie occidentale si elle n'est pas assortie de mécanismes de vérification réels et indépendants? C'est la question que nous vous laissons ce soir. Vérifiez par vous-même, croisez les sources. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez, partagez, rejoignez la chaîne Monde Multipolaire. À très bientôt.